sportif du monde, l'America's Cup constitue le symbole parfait de la course à l'excellence. C'est en 1851 que la goélette America a arraché le trophée à l'Angleterre. La Louis Vuitton Cup 1992 a permis de découvrir de nouveaux bateaux, de nouveaux pays et des affrontements très serrés. Dennis Conner personnalise la Coupe de l'America, mais cette année, Bill Koch, richissime ingénieur, s'est appliqué à le détrôner. L'unique bateau de Big Bad Dennis aura du mal face à la flottille des bateaux de Bill Koch. Le néo-zélandais Rod Davis est le favori parmi les 8 challengers, juste devant le lion de Venise, Paul Caillard à bord d'Île Moreau. Pour essayer de conquérir l'America's Cup, chaque challenger est conscient qu'il doit, passage obligé, gagner la Louis Vuitton Cup. Les nombreux affrontements au corps à corps ont permis à chacun d'accomplir d'énormes progrès. Les liens sont forts entre Louis Vuitton, créé en 1854, et la saga America's Cup qui date de 1851. C'est à San Diego, au Southwestern Yacht Club, que le 24 janvier, les 8 challengers se sont retrouvés pour la cérémonie d'ouverture de la Louis Vuitton Cup. And I'm very proud today to open the 3rd edition of the Louis Vuitton Cup. Paul Caillard est le premier à effectuer le tirage au sort. Peut-être un heureux présage pour la suite. Gunnar Krantz, un vétéran des courses autour du monde, est le skipper du défi suédois qui est là pour la 3e fois depuis 1977. Trekronor, 3 couronnes, est le plus beau bateau de San Diego. Malheureusement, il n'a navigué que 8 jours avant le début des épreuves et ne terminera sa mise au point que trop tard. Sid Fisher, l'une des figures les plus connues de l'America's Cup depuis 20 ans, lance un challenge au nom de l'Australie, également pour la 3e fois. Son bateau, Challenge Australia, est très original, sans doute trop original, il n'est vraiment pas compétitif. L'autre défi australien, Spirit of Australia, est beaucoup plus sérieux. Il est mené par un champion de haut niveau, Peter Gilmore. Spirit est dessiné par Ian Murray, auteur de Kookaburra, le défendeur australien vaincu par Dennis Conner en 87. On remarque la quille tandem originale qui équipait ce bateau pendant toute la Louis Vuitton Cup. Pedro Campos est un nouveau venu dans l'America's Cup. C'est lui qui prendra les meilleurs départs. L'Espagne a vraiment brillé pour sa première participation. C'est le comité d'organisation du 500e anniversaire de la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb qui a soutenu le défi espagnol. Parmi les nouveaux venus, le Japon a beaucoup impressionné. Baptisé selon la longue tradition nippone, le premier bateau est mis à l'eau. La fille de l'empereur apporte son charme à la manifestation, tandis que 30 patrons de l'industrie japonaise ouvrent les tonneaux de saké. C'est l'un des meilleurs barreurs au monde, Chris Dixon, si brillant lors de l'épreuve en 87, qui barre le bateau japonais. Dixon a réussi à constituer un équipage très solide. Le Japon n'a certes aucune tradition dans le domaine de la compétition à la voile, et pourtant, à l'issue des 3 round robin, c'est lui, à la surprise générale, qui est en tête au classement provisoire. Une entrée en fanfare dans l'America's Cup. Marc Pajot, médaille d'argent aux Jeux Olympiques et champion au Tross océanique, participe à sa 2e America's Cup. Ambassadeur de la ville de Paris, le bateau français est également soutenu par le groupe Legris Industrie. Grâce à eux, la France reste présente dans cet événement prestigieux. Les Français sont les seuls à présenter un défi vraiment national. Marc Pajot est entouré de Marc Bouette et de Bertrand Passé, le vainqueur de l'Admiral's Cup en 91. Sir Michael Fay se lance à l'assaut du trophée pour la 3e fois, le couteau entre les dents. La Nouvelle-Zélande est un pays minuscule, mais la Coupe America est aussi populaire que le Tour de France cycliste dans l'Hexagone. Bruce Farr,
l'architecte le plus connu mondialement a dessiné 4 bateaux pour les Kiwis qui ont soif de revanche. En 1987, ils sont passés très près de la victoire dans la Louis Vuitton Cup. En 92, ils impressionnent tout le monde avec un bateau très original, une sorte de gros dériveur et un équipage particulièrement expérimenté. À l'occasion d'un changement de voile comme celui-ci, les Kiwis prouvent vraiment leur talent. L'industriel Raoul Gardini et le franco-américain Paul Caillard se sont associés pour créer le plus grand challenge de l'histoire de la Coupe d'Amérique. Gardini est un ardent promoteur de l'idée européenne, mais il est aussi vénitien dans l'âme. Le baptême du premier de ces 5 bateaux, en mars 90, appartient à la légende de la Coupe. La mise en scène est de Franco Zeffirelli. Avec le soutien de la technologie Monte Edison, la campagne menée par il Moro di Venezia est digne du Lion de Venise. En gagnant le championnat du monde, 1 an avant la Coupe, Caillard prouve la puissance de l'organisation qu'il a mise en place. C'est la 3e fois que l'Italie dispute la Louis Vuitton Cup, mais c'est la première fois qu'elle le fait avec autant de moyens, autant de classe et autant de succès. Tout a commencé en 1851. Une goélette américaine menée par quelques jeunes pionniers new-yorkais termine 18 minutes devant le premier anglais. La reine Victoria n'en revient pas. Elle demande à son entourage qui a gagné. America. Elle ne trouve alors rien d'autre à dire. Qui est second ? Majesté, il n'y a pas de second. La révolution industrielle de la fin du 19e siècle donne naissance à l'ère la plus fabuleuse de l'histoire de la voile. Les premières images de régate datent de la fin du siècle dernier. Les grands de ce monde assistent aux courses ou participent. Thomas Lipton, qui consacrera sa vie à la conquête de la Coupe, Tom Sopwith, le président Roosevelt, ou Harold Vanderbilt, qui défendra 3 fois la Coupe avec succès, grâce à la supériorité technologique américaine. Les glorieux classes J des années 30 laissent rêveur alors que la récession mondiale bat son plein. La Seconde Guerre mondiale mettra fin à leurs affrontements légendaires. Ce n'est qu'en 1958 que la Coupe renaîtra avec des bateaux plus raisonnables, les 12 mètres jaune international. Passionné de voile, John Kennedy encourage Weatherly au large de Newport. Dans les années 70, Courageous défend la Coupe 2 fois, alors que Ted Turner et Dennis Conner sont déjà des héros aux États-Unis. C'est en 1983 que la Coupe basculera. Après 132 ans de domination américaine, des pionniers australiens menés par Alan Bond viennent arracher la Coupe de la vitrine du New York Yacht Club. L'histoire est la même qu'en 1851. Dennis Conner à bord de Liberty mène 3-1, mais il sait que son bateau est plus lent que l'Australien. John Bertrand, convaincu qu'il peut gagner, parvient à revenir à 3 partout. Mené dans la 7e régate décisive, il réussit à doubler Dennis Conner et triomphe. Alan Bond dévoile la quille secrète. En 1987, les lourds 12 mètres prennent vie dans le vent fort de Fremantle. 13 challengers représentant 6 pays s'affrontent dans la Louis Vuitton Cup. Dennis Conner vient se venger lui-même de l'échec de 1983. Bien préparé par 4 mois d'affrontement, il ne laisse aucune chance aux Australiens et triomphe 4-0. Il rapporte la coupe à San Diego, en passant toutefois par la Maison Blanche. La Coupe 1992 se disputera donc en Californie.
So in January of 1992, the 8 challenging syndicates would be assembled here in San Diego for the most competitive Challenger Series in the history of the Louis Vuitton Cup. Le processus de l'épreuve multiplie les affrontements. Les 4 meilleurs vont en demi-finale, puis les 2 survivants s'affrontent en finale au meilleur de 9 courses. Le vainqueur rencontre le défendeur américain. Les organisateurs ont créé un nouveau parcours de 20 000 qui privilégie les manœuvres. Marc Pajot dirige le 7e Challenge français depuis 1970 et barre Ville de Paris. La première partie de la Louis Vuitton Cup est l'occasion de tester des idées, mais aussi d'entraîner les équipiers. Chris Dixon, à la barre de Nippon, accumule la chance. Elle fait aussi partie du jeu. Les Français font une erreur en descendant leur spinnaker qui vient s'enrouler autour de la quille. Le bateau s'arrête et Nippon, alors battu, parvient à triompher. C'est Ville de Paris et Il Moro di Venezia qui procureront les régates les plus excitantes. Les 2 bateaux ont vraiment des vitesses voisines. Pour la première fois dans l'America's Cup, des arbitres à bord de bateaux Beneteau règlent immédiatement tous les litiges. Un concurrent lésé envoie un pavillon de réclamation et les arbitres décident ou non s'il y a infraction et infligent éventuellement au fautif un tour sur place. Français et Italiens sont collés l'un à l'autre comme 2 aimants. C'est l'objectif essentiel de la Louis Vuitton Cup, d'aguerrir les équipages pour le combat final. Lors du second round robin, Il Moro et Ville de Paris sont encore au corps à corps. La drisse d'Il Moro cède et l'équipage se bat pour ramener la voile à bord. La vitesse des bateaux est toujours aussi proche, la moindre faute coûte très très cher. Avec un énorme culot, Paul Caillard passe 3 cm derrière Ville de Paris, prioritaire. Une image à couper le souffle. Dans le dernier bord devant-arrière, les 2 bateaux sont toujours aussi proches. Les voiles se touchent, mais les arbitres ne le voient pas ou refusent de le voir. Qui arrêterait un spectacle pareil ? Il Moro résiste à la pression tricolore et l'emporte de très peu. La malchance s'acharne sur les Français qui cassent un tangon de spi. Dans le bord suivant, l'équipage parvient à réparer sous l'œil de la caméra embarquée, téléguidée à terre mais à laquelle vraiment rien n'échappe. Les Néo-Zélandais ont aussi des ennuis, mais c'est rare. À quelques centaines de mètres de l'arrivée, ils éclatent un spi. Il s'en faut de très peu pour que Ville de Paris, rattrapant à toute vitesse, ne l'emporte. 50 mètres de plus aurait suffi. Dans le 3e tour éliminatoire, Ville de Paris et New Zealand jouent à chien et chat avant le coup de canon. La course commence en fait 10 minutes avant le départ. Chacun se bat pour avoir la meilleure position. Le bateau néo-zélandais affectionne le vent léger de San Diego et semble s'améliorer à chaque sortie. Les Kiwis ont toutefois des résultats en dents de scie. À vrai dire, on se demande si leur bateau est difficile à faire marcher ou si l'équipage cherche à cacher son jeu. Le combat de rue entre Italiens et Français porte ses fruits et Ville de Paris arrache une victoire magnifique
face à New Zealand. Les Français célèbrent leur triomphe, d'autres doivent admettre leur élimination. C'est la première fois depuis 1964 que l'Australie ne va pas en finale. It's certainly sad from our point of view for Australia, having been involved in the America's Cup final for 3 decades, to not only have lost the America's Cup from Australia in '87, but to also be one of the teams that isn't participating in the America's Cup final, and we take that pretty hard and take it on the chin, but I wouldn't be surprised if you don't see us back again. À l'issue des 3 premiers tours, il est temps de se reposer. Louis Vuitton a organisé une énorme soirée dans un endroit unique. La marine américaine a prêté le porte-avions géant Kitty Hawk et a permis à Mouette d'embarquer 1000 bouteilles de champagne. 4000 personnes se présentent à la passerelle, au milieu des avions de chasse. Ils sont accueillis par Yves Carcel et Jean-Marc Loubier. Après la récréation, les choses sérieuses reprennent pour les 4 meilleurs bateaux. What I know is that it is very difficult to accept the idea that 2 of them are going to be eliminated, but that's the game. Les baleines qui voyagent de l'Alaska au golfe du Mexique viennent régater avec les bateaux de course de l'America's Cup. Les 4 meilleurs sont sélectionnés pour les demi-finales. New Zealand et Île Moreau se retrouvent une fois de plus au corps à corps. Rarement dans l'histoire de la Coupe a-t-on vu des bateaux aussi proches en vitesse pure, avec des caractéristiques aussi différentes. La nouvelle règle de jauge fait merveille. Paul Caillard fait preuve d'un calme extraordinaire. Sous la pression, il parvient à prendre la tête devant New Zealand. Un combat de titans. Dans l'autre régate disputée ce jour-là, Ville de Paris et Nippon font preuve d'une énorme agressivité. Il s'ensuit une terrible collision qui arrache le nez du beau bateau bleu. Pour ajouter au drame, les arbitres condamnent Pajot à effectuer une pénalité. C'est un jour vraiment triste pour Ville de Paris. Looking at the video from the helicopter, we have no time to avoid the collision. So it's too bad for the boat and it's too bad for the race. C'est une nouvelle fois entre New Zealand et Île Moreau qu'on assiste à la régate la plus serrée de l'année. On croit voir les Kiwis gagner d'1 seconde, mais les arbitres disqualifient New Zealand pour avoir touché la bouée. We believe that the mark was sort of pushed away a little bit from the side of the boat with the wake of the boat from the leeward side, and you know, as I said, there was a few of us watching as it went past, and we were confident that there was no contact with the mark at all. We were not in the position, and we are not in the position to say if they touched the mark or not, and we are not called to protest on that matter. So it's just a matter between them and the jury. En tête après les 3 premiers tours, le bateau japonais casse sa baume après avoir cassé son gouvernail quelques jours avant. L'équipage japonais fait preuve d'une grande solidité en se débarrassant de l'objet inutile et en continuant la régate quelques secondes seulement derrière Île Moreau. Certainly we've pushed every area of our boat to the limit, and we've never broken a boom before. We broke one today, and we've been out there sailing these boats for nearly 2 years, I guess. So was it avoidable, or should it be designed stronger? We went through that meeting tonight. The answer was no, it's probably okay. We'll put a little bit more carbon on the other one, but it's I think every boat is out there and
designed to a very, and built to a very, very high level. Après quelques jours, New Zealand et île Moreau semblent devoir être les survivants de ces demi-finales acharnées. Île Moreau est ici pénalisé par les arbitres, mais arrache tout de même sa place en finale de la Louis Vuitton Cup en compagnie de son adversaire favori. Le succès mondial de la Louis Vuitton Cup s'est accru grâce à une très importante couverture télévision dans 38 pays. 10 caméras couvrent les régates et un système graphique 3 dimensions permet de connaître en permanence les écarts entre les concurrents. Ernie Taylor, le délégué des Challengers, est fier de cette organisation télévision. And the world is very happy with the television, and it's done a lot for the America's Cup, so we're in a very good position. Au moment même où les Challengers s'affrontent au corps à corps, les deux défendeurs se battent pour représenter l'Amérique. Le favori est Dennis Conner, qui lance son unique bateau. De l'autre côté de la baie, son adversaire Bill Koch et America Cube se lancent dans une recherche technologique sans précédent dans l'histoire de la coupe. Les bateaux sont mis à l'eau l'un après l'autre. Stars and Stripes contre America Cube, c'est David Conner contre Goliath Koch, l'expérience face à la science, la tortue contre le lièvre. La sélection commence à peine, mais Conner réalise très vite que son bateau n'est pas compétitif. Le second tour voit un nouveau bateau pour Koch et l'inquiétude pour Conner. Tout va de mal en pis pour Dennis qui casse son meilleur mât. La fin semble proche, mais le champion américain n'est pas de ceux qui abandonnent. Avec un nouveau mât, une nouvelle quille, Conner repart à l'assaut et gagne successivement 4 régates. Bill Koch et son skipper Buddy Melges, le charismatique marin d'eau douce de Chicago, surmontent leurs échecs et lancent un nouveau bateau. Dos au mur une nouvelle fois, l'incroyable Dennis Conner parvient pourtant à éliminer l'un des bateaux de Bill Koch. Le patron du syndicat America's Cube n'en revient pas. I wish I had Dennis's luck and my money. Lors de la finale, Conner doit admettre l'évidence, America Cube est imbattable. Oh yeah, no problem laying the mark. He's just fast. America Cube sera donc le défendeur face au vainqueur de la Louis Vuitton Cup. La science a éliminé l'expérience. Des centaines de journalistes sont à San Diego. L'intérêt mondial s'est accru considérablement depuis la victoire d'Australia en 83. La Louis Vuitton Cup et l'America's Cup fascinent le monde entier. Les dirigeants de Louis Vuitton ont travaillé depuis des années avec les Challengers pour accroître la qualité mais aussi la notoriété de l'événement. De nombreuses actions ont été menées dans les plus grandes villes du monde et des centres d'information ont été créés, à San Diego bien sûr, mais aussi à Paris et à Tokyo. La philosophie de Louis Vuitton est d'aider les challengers à gagner la coupe. Elle est aussi de préserver les valeurs qui font de l'America's Cup un événement réellement unique dans le monde du sport. Good morning and welcome to San Diego for the Louis Vuitton Cup final. Le comité de course, présidé par Stan Reed, aidé par plus de 100 personnes, donne le coup d'envoi de la finale de la Louis Vuitton Cup. New Zealand, bien sûr, en est le favori. L'affrontement est serré, comme d'habitude, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de course pour rire. île Moreau, dominé, tente en vain de disqualifier New Zealand en descendant son spinnaker de façon sauvage. Mais c'est l'arroseur arrosé et le spi termine dans l'eau. Gaillard tente une nouvelle fois le tout pour le tout,
mais on commence à comprendre qu'Il Moro a un avantage dans le vent plus fort. Deux minutes après le départ, New Zealand est contraint de virer de bord et Il Moro prend la tête. Les Kiwis réalisent que la finale ne sera pas une partie de plaisir. Une fois de plus, les bateaux sont bord à bord et les commentateurs de la télévision néo-zélandaise sont dans un état second. And New Zealand has got the inside. New Zealand does have an edge. Going to be We have an edge. New Zealand is going to have the edge because they're going to shoot the line. They're going to pull their head away again. Here goes New Zealand's Red Jenica. They're definitely in front from our perspective. They're coming up to the line. There's 30 metres to go. The Italians are moving forward. The Italians are moving forward. The Italians are coming through with their white spinnaker. New Zealand shoot the line. The Italians white spinnaker. The Italians. El Moro have got there. El Moro have got there by a fraction of a second. Il Moro l'emporte d'une seconde. Les Néo-Zélandais mènent 4-1. Les Italiens jouent leur dernière carte, cette fois psychologique. La glaire éclate. Raoul Gardini a l'initiative. Il conteste la légalité du beau près du New Zealand et déstabilise complètement l'équipage néo-zélandais. Le skipper kiwi est débarqué, remplacé par Russell Coutts, mais il n'a pas l'entraînement suffisant pour mener le difficile bateau néo-zélandais et se fait étriller par l'équipe de Paul Caillard. Les Italiens sont sur un nuage et naviguent à la perfection. Il Moro gagne finalement 5-3. C'est un jour de gloire pour Paul Caillard et Raoul Gardini. 3 ans d'efforts sont récompensés. We were down in the hole, our backs were against the wall, but there was a lot of fight left in us. And I think that's the important thing. We persevered, we got some better starts. Maybe the conditions suited us a little better. Certainly today's conditions were very much to our liking. And you know, we put a good program together. We got our act together. We peaked. Dès leur 3e participation, les Italiens gagnent donc la Louis Vuitton Cup, un exploit. Yves Carcel présente le trophée à l'équipage d'Il Moro. Sa conquête a été si incertaine que les Italiens sont aux anges. Le président Stan Reed affirme que l'équipage est prêt pour l'affrontement final. 5 months started with 8 challenges, and I believe that the Challenger Record Committee is now in a position to present to San Diego Yacht Club the fastest of those 8 challenges. Une dernière soirée dans le magnifique Balboa Park termine la Louis Vuitton Cup en beauté. Yves Carcel, le président de Louis Vuitton Maltier, explique les raisons du soutien de la société. Bien, comme vous le savez, la Coupe de l'América, qui est née en 1851, est le plus vieux trophée sportif du monde et probablement aujourd'hui le plus prestigieux dans le monde. Pour une maison comme la nôtre qui fabrique depuis 1854 des objets de prestige, être associé à la Coupe de l'América comme organisateur de la Coupe des Challengers qui définira le bateau appelé à rencontrer le Defender est un immense objet de fierté et nous sommes très heureux ce soir d'avoir sélectionné après 4 mois de régate le meilleur des Challengers pour affronter le Defender américain. Lors de la finale de l'America's Cup, tout ce qui flotte à San Diego vient assister à la régate. Plus de 800 bateaux attendent le premier départ. Les 2 équipages sont prêts après 3 mois de préambule. Dès le coup de canon des 10 minutes, les manœuvres sont très agressives. Chacun tente de prendre le meilleur avant le coup de canon libérateur.
Paul Caillard est si impatient qu'il commet une faute énorme en volant le départ. Un gros risque. Sait-il déjà à ce moment-là que l'Américain est plus rapide et qu'il doit tout tenter pour vaincre? Il Moreau part avec 30 secondes de retard. On retrouvera le même écart à l'arrivée, 30 secondes, après 3 heures de course. I just look at today like, you know, it's hard to have a worse day than we had today from pretty much all aspects. Le deuxième départ est lui aussi très disputé, dans un vent plus fort et une mer formée. America Cube est le plus rapide, mais le Lion Il Moreau se bat sur chaque bord pour rester devant après un meilleur départ. Les spectateurs retiennent leur souffle. Caillard l'offre America Cube au vent arrière pour l'empêcher de passer. Après 20 000, 35 km et 2 heures de course, les bateaux coupent la ligne d'arrivée ensemble. Il faudra quelques minutes pour savoir qui a gagné. It was a great race. It's a historic race. It's a race of all time. Le score est à 1 partout, c'est vrai, mais tout le monde sait maintenant que America Cube est plus rapide que l'Italien. Il gagnera les 2 régates suivantes. Dans la dernière régate, les Italiens tentent le tout pour le tout, ils essayent leur voile en carbone, mais rien n'y fait. Le vainqueur de la Louis Vuitton Cup ne remportera pas cette fois-ci l'America's Cup et Raoul Gardini voit son rêve s'estomper. America Cube coupe la ligne d'arrivée. Melges et Koch se battent pour la barre. L'approche scientifique des Américains a triomphé, mais les Français et surtout les Italiens ont montré la puissance de l'Europe qui s'exprimera certainement en 1995. Stand by. Takeo